ça. Je sais, ça, c'est bruyant. Ça surprend. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Et puis ça réveille. Exactement. Vincent Ricci, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté mon interview sur le ring, Paris Retail Week 2021. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour partager un peu notre actualité. C'était important qu'on se voit. Vous êtes le directeur du développement de la société GXO, comme c'est écrit sur la gourde là. Exactement, GXO, Voilà. qui est une vraie société, existe aujourd'hui, qui existe vraiment et en témoigne effectivement Voilà. ce goodies. Alors ça c'est pour moi, c'est pour qui ça vous, Alors c'est pour vous, GXO ça exactement. existe parce que Exactement. c'est la nouvelle marque, le spin-off Exactement. de XPO. On va en parler parce qu'on connaît bien XPO. On ne connaît pas encore bien GXO et puis on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé sur cette histoire de rebranding et c'est pour ça que je vous ai invité. En tout cas, je vous remercie. Puis après, je voudrais qu'on parle un peu de e-commerce parce que c'est ma spécialité, puis c'est le salon. Donc vous êtes d'accord avec cette petite heure du jour ? J'en suis ravi. D'accord. Donc directeur de développement, 5 ans, chez Norbert Dentressangle, donc j'imagine à l'époque. Alors juste après le rachat de Norbert Dentressangle, pour parler un tout petit peu de moi, où je suis arrivé effectivement en tant que directeur du développement pour venir accompagner la croissance organique suite au rachat. Alors très bien, donc vous avez connu toutes les étapes de ce rebranding. J'ai connu les étapes de ce rebranding. Alors moi j'ai bien connu Norbert Dentressangle, c'était un peu c'était une star à l'époque des entreprises françaises de la logistique. Exactement. Norbert Dentressangle est racheté par le groupe américain XPO. Très bien, en quelle année ? Il y a 5 ans, donc ça devait être en 2015-2016. Voilà, et depuis on parle d'XPO, mais on parle de XPO plus GXO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, je vais vous expliquer en fait. La situation, elle est assez simple en fait. C'est que XPO, vis-à-vis des investisseurs qu'on a qui sont aux États-Unis, est valorisé comme étant une société qui est finalement un conglomérat qui regroupe à la fois des activités de transport et de logistique. D'accord. Et la décision a été prise en fait l'année dernière et cette année de finalement séparer les deux pour créer en fait ce qu'on appelle des pure players. D'un côté, XPO, pure player dans le secteur du transport, et de l'autre côté GXO qui est un pure player en matière de logistique contractuelle, ce qui nous permet finalement d'être deux pure players et d'être mieux valorisés, mieux identifiés vis-à-vis des investisseurs. Dans le fond, rien ne change, on reste effectivement une société qui fait de la logistique en tant que GXO. Donc l'ensemble du groupe, parce que ça reste un groupe ou pas ? Non, alors non, ce sont deux actionnaires. D'accord, deux sociétés cotées, oui. Toutes les deux à New York, séparément, et on a nos investisseurs, XPO a ses investisseurs. D'accord, donc pour résumer, XPO qui gérait des activités logistiques et transport devient XPO pour la partie transport, Exactement. GXO pour la partie logistique. Exactement. Contractuelle. Logistique contractuelle. Vous ajoutez à chaque fois logistique contractuelle. Parce que c'est le terme approprié, mais on gère on fait de la logistique, on gère des entrepôts, pour on des gère clients. de la préparation de commandes pour le compte effectivement des clients, notamment e-commerce. Et on y reviendra après. On va en parler du e-commerce justement. Alors merci déjà pour cette clarification, parce que je ne vous cache pas, je n'avais rien compris, mais finalement c'était assez simple. Alors, on va parler du e-commerce. D'abord parce qu'on est sur Paris Retail Week. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Paris Retail Week ? Alors nous, on est venu chercher plusieurs choses. Un, effectivement, on a un stand, on présente nos activités, on explique qui on est GXO, parce qu'effectivement, vous l'avez mentionné, c'est pas forcément bien connu encore. Donc on positionne aussi notre marque, notre savoir-faire. Bon. On est venu rencontrer des partenaires également, et on est venu effectivement réseauter, comme on dit, sur éventuellement, un prochain client ? Éventuellement, un prochain client. On a rencontré un certain nombre de prospects qui sont venus nous voir. Alors moi, je vous trouve hyper discret. Franchement, alors j'ai pas hésité à accepter, à créer ce moment, cette invitation, et merci encore. Mais pourquoi j'avais vraiment envie de vous rencontrer ? Parce que j'ai rencontré, à mon avis, tous les acteurs du e-commerce, de la logistique du e-commerce aujourd'hui en France, et je me suis demandé si vous faisiez du e-commerce. Soit c'est par discrétion, soit c'est par timidité, soit c'est parce que vous avez une culture de secret, soit parce que vous ne faites pas de e-commerce. Mais j'espère que vous allez me clarifier ce point. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui un acteur de la logistique du e-commerce GXO en France ? Alors, déjà, je vais parler d'humilité. Peut-être qu'on est humble aussi, on n'en parle pas, mais très clairement, je pense qu'on est leader, on est numéro 1 en termes de e-commerce logistique en France. Sur quelle mesure ? Nombre de commandes, chiffre d'affaires ? Probablement au chiffre d'affaires. Alors, vous êtes coté, vous allez me dire que vous ne pourrez pas me donner de chiffres sur le chiffre d'affaires que vous faites en France ? Si, tout à fait. Une fourchette au moins ? Je peux vous donner notre chiffre d'affaires. On fait un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en France aujourd'hui. 50% de ce chiffre d'affaires est fait sur des activités retail e-commerce. Donc, retail et e-commerce. Retail e-commerce, que ce soit avec des pure players ou alors avec des acteurs qu'on appelle communément omnicanaux, exactement, omnicanaux, qui se lancent en fait dans des activités e-commerce. Alors, donc 50%, ça pèse un peu, et ça nous positionne aujourd'hui. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires de logistique contractuelle sur l'omnicanal, retail et e-commerce. Exactement. Alors maintenant, je vais être curieux. Avec qui ? Si je ne savais pas, c'est que c'est pas connu. Qui sont vos clients aujourd'hui ? La question, elle est légitime.
il y a un certain nombre de clients qu'on ne peut pas citer, il y a un certain nombre de clients qu'on peut citer. Donc pour vous donner quelques exemples de ceux qu'on peut citer, on opère par exemple la logistique aujourd'hui pour le compte de Sarenza sur un site complètement automatisé à Réau. D'accord. On opère dans un site omnicanal les activités e-commerce pour le compte de Leroy Merlin, pour le compte de Métro. On opère également pour un certain nombre de pure players comme Showroom Privé par exemple, des activités logistiques sur des catégories de produits bien particuliers, ou pour d'autres acteurs, Amazon. pour vente privée également. Pour d'autres e-commerçants américains, on opère aussi des plateformes logistiques, ou e-commerçants allemands également, sur des activités d'ailleurs assez spécifiques, et ça vaut le coup peut-être d'en parler, qui sont des activités uniquement de reverse logistique dédiées au e-commerce. D'accord, donc vous pouvez être expert sur une partie de la chaîne. Exactement. Ça, on ne va pas en parler parce qu'en général, c'est très secret. On est d'accord. On est d'accord. On ne va pas donc en parler. En revanche, sur le reste, si vous êtes omnicanal, est-ce que vous êtes spécialisé en textile notamment ? Parce que j'entends parler de showroom privé, j'entends parler d'autres acteurs. Vous avez de grands acteurs, de grandes marques qui pourraient nous rassurer sur le fait que vous soyez expert sur le sujet. Oui, complètement. Déjà, Sarenza est un des gros acteurs. Sarenza, c'est de la chaussure. Exactement, c'est de la chaussure. On traite aussi une partie des activités Monoprix online sur le site qu'on fait, qui sont aussi des activités textiles. Oui. Et dans les acteurs que je ne peux pas nécessairement citer, il y a un acteur du fashion pour lequel on opère une plateforme qui monte à plus de 1000 personnes aujourd'hui, qui est un site dédié. Donc vous avez 1000 personnes sur une plateforme pour un client on a effectivement. Dans la mode. Exactement. On n'a pas besoin de savoir qui c'est. 1000 personnes, c'est combien de commandes ? Je ne pourrais plus vous dire exactement à peu près, parce que là, le nombre de commandes. Je dirais qu'on est à... En e-commerce, mais c'est en plusieurs dizaines de milliers, quoi. Ah non, c'est en millions. Et je pense qu'on doit être à, 13 millions de commandes annuelles. 13 millions de commandes par an, donc un peu plus d'1 million de commandes par mois. Plus d'1 million de commandes par mois, oui. D'accord, donc ça fait 30 000 par jour. Ça doit être à peu près ça, oui. Ok. Vous avez vu, je calcule vite. Ouais, j'essaie de me remémorer les chiffres, j'essaie même de savoir si c'était par mois ou par an, tellement les chiffres sont astronomiques. Non, mais 30 000 par jour, c'est assez cohérent. Et puis ça s'approche de certains autres cœurs que vous avez cités, donc ça reste cohérent. Quelle est votre stratégie en matière de développement opérationnel ? Vous êtes un pro de la mécanisation, vous êtes plutôt dans la standardisation, vous êtes plutôt dans le traitement manuel. Alors, on se connaît moins, maintenant je sais pourquoi, c'est que moi, mes clients, ils sont un peu plus petits que les vôtres, et donc on ne s'est pas encore rencontrés, mais on va le faire. C'est quoi votre expertise là-dessus ? Bon, déjà, on n'est pas dogmatique, donc on fait du sur-mesure en fonction des besoins de nos clients. Mais il y a un axe de différenciation qu'on a, c'est qu'effectivement, on est plutôt très fort et très solide sur l'automatisation. On a intégré déjà un certain nombre de solutions du marché qu'on s'est pluguées avec nos systèmes. Comme, donc on par a exemple une agilité comme TGW, comme Exotech, comme Demati, comme d'autres, comme Actemium, avec lesquels effectivement on a déjà des connecteurs qui nous facilitent la vie. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nos clients parce que c'est un vecteur d'accélération dans la mise en place des solutions. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que nos clients qui veulent des plateformes logistiques aujourd'hui, ils veulent des plateformes qui marchent, mais ils veulent des plateformes vite et très vite. Donc agile. Et donc là, on est agile, on est rapide, on a des solutions dont on sait qu'elles sont éprouvées, qui fonctionnent et qui permettent effectivement d'accélérer la mise en place des solutions. Alors, c'est dingue parce que vous êtes directeur du développement et vous avez un vernis opérationnel qui est particulièrement appréciable. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense que c'est lié à mon background. J'ai quand même été technique dans ma vie. Je suis ingénieur de formation et j'ai fait beaucoup de conseils. Comme vous, effectivement, donc ça pousse. Pas forcément au même niveau, et je reste humble aussi sur mon expérience. En tout cas, c'est super appréciable dans l'échange. Où est-ce que vous voulez aller demain ? La stratégie de GXO New, enfin GXO, déjà, vous changez plus de nom, on est d'accord ? On arrête ? Non, juste que à preuve du contraire, on ne change pas de nom. On s'appelle GXO. Alors, moi, je vous souhaite une chose déjà, c'est de communiquer peut-être un peu plus. Vous avez un savoir-faire évident, mais un faire-savoir qui peut laisser, on peut laisser penser qu'il est améliorable. Je partage et je prends vraiment votre point pour qu'on arrive à le travailler. Déjà, l'effort de venir aujourd'hui, c'est une première étape et j'en suis ravi. Mais en tout cas, on apprend des choses et puis on est curieux. On est tous curieux, on aimerait savoir et je pense que ça peut aussi vous servir. Complètement. Et pour répondre à votre question sur ce qu'on veut faire, nous, on a une croissance qui est déjà projetée en 2022, qui a 2 chiffres sur l'ensemble de GXO dans le monde, qui fait quand même plus de 6 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et ce qu'on projette effectivement, c'est de continuer cette croissance à 2 chiffres dans les 5 prochaines années. Et toujours sur le même métier, logistique contractuelle. Toujours pour sur expliquer le même la métier. Logistique contractuelle, c'est quoi ? C'est un client dans un entrepôt sur une longue durée, quoi. Exactement. Et moins de mutualisation avec des entrepôts multi-clients. On reste là-dessus ? On n'est pas dogmatique, mais effectivement, notre cœur de métier, ça va être effectivement de développer des grosses plateformes logistiques pour le compte des pure players ou pour les comptes des acteurs qui ont un volume suffisant pour qu'on mette en place des solutions ad hoc pour eux. Et pour assumer cette croissance, finalement,
on s'appuie sur des tendances, l'essor du e-commerce, évidemment, avec une volonté de tous les acteurs de mettre en place des solutions toujours plus rapidement. Plus rapide, plus robotisé. Pourquoi la robotisation avec autant d'accent, ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissement? Il y a plusieurs raisons, mais il y a une des raisons qui est aussi une raison de productivité d'abord, parce qu'effectivement on a des solutions aujourd'hui qui permettent d'aller chercher de la productivité, donc de l'expérience client pour nos clients e-commerçants. Et il y a un autre facteur qui est effectivement, on fait face quand même à un marché qui est toujours plus pénurique en termes de main-d'œuvre, donc ça nous permet sur des tâches à plus faible valeur ajoutée de limiter la dépendance à un certain nombre de ressources et puis de focaliser finalement notre énergie, nos ressources, là où il y a une vraie. Donc de bien affecter l'humain, où il a sa vraie valeur ajoutée, bien affecter les machines, là où elles peuvent être utiles et productives. Exactement. Est-ce que vous ne fermez pas le marché à des produits qui ne sont pas mécanisables, comme le meuble, les produits volumineux? Non, c'est un bon point parce que j'animais une conférence juste avant justement sur le secteur du do it yourself. Et effectivement, si je prends l'exemple de ce secteur-là du bricolage, l'augmentation des ventes e-commerce de ce secteur-là en France post-pandémie, c'est de plus de 20%. Okay. Donc effectivement, c'est un des marchés qu'on suit. On accompagne Leroy Merlin, j'en parlais tout à l'heure, mais on a d'autres acteurs également. On a Electrolux récemment qu'on a repris dans une logique omnicanal où on traite aujourd'hui leurs activités et B2B et B2C. Et l'objet de l'externalisation effectivement d'Electrolux, ça a été justement de trouver un acteur capable de l'accompagner, pas seulement sur son activité B2B, mais aussi de l'accompagner pour traiter toute la complexité du B2C sur des produits volumineux et encombrants dont vous connaissez parfaitement la complexité. J'en ai entendu parler. Rassurez-moi sur une chose aussi, parce que j'en profite, parce que c'est assez rare que je puisse être en contact ou interviewer des grands de la logistique. Tous vos clients qui sont dans une démarche B2B traditionnelle, aujourd'hui, vous demandent tous de vous mettre au e-commerce. Ils ont tous dans leur activité l'envie d'avoir un seul prestataire sur le e-commerce et sur l'activité traditionnelle B2B. Ou alors ils sont prêts à vous donner uniquement le B2B encore Non, c'est pas. Il peut y avoir des situations dans lesquelles on gère que l'activité B2C. L'acteur fashion que j'évoquais tout à l'heure. Oui, lui, il vous laisse que le e-commerce. Mais un client B2B, un vieux client B2B qui se développe sur le e-commerce aujourd'hui, dont la part de chiffre d'affaires et d'activité commence à être croissante, vous pousse un peu vers cette prestation ou elle va le confier vers un autre? Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a finalement un cycle assez séquentiel dans lequel en fait, les clients B2B pour lesquels on travaillait traditionnellement lancent des activités e-commerce, s'appuient sur leurs entrepôts B2B pour finalement préparer les commandes B2C. Et quand ils arrivent à un niveau de désorganisation qui est trop élevé parce que il y a tout un tas de raisons qui fait que c'est désorganisé quand on prépare des commandes B2C sur un entrepôt B2B. Et bien effectivement, on crée soit des stocks dédiés, soit des entrepôts qui sont dédiés. Et là, on accompagne soit les marques, soit les retailers dans cette démarche. Ok, très bien. Écoutez, moi je vous remercie. Je pense qu'on a fait un tour très intéressant. Très intéressant, j'ai beaucoup appris, je vous invite pour l'année prochaine. Si vous êtes d'accord, parce que la date est prise parce que c'est extrêmement intéressant et ça viendra combler notre petite défaillance en matière de communication. C'est comme ça qu'on progresse, je crois. Eh bien, merci à vous. Merci en tout cas, à très bientôt, au revoir. À très bientôt.